Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre conversation sur la traite, appareil fonctionnel pour personnes atteintes de la traite. Je me présente, mon nom est Heather Holmes, je suis la vice-présidente pour la division de Québec de la Société d'arthrite et ce soir, je serai votre modératrice. Avec nous, on a notre conférencière ce soir, Marie-Lou Audet, ergothérapeute chez Dextérité, clinique de la main et réadaptation. Graduée de l'Université Laval depuis 2009, Marie-Lou a d'abord travaillé en clinique privée en réadaptation socio-professionnelle auprès d'une clientèle ayant des problèmes musculosquelettiques variés. Mais avec son intérêt marqué pour la thérapie de la main, cela l'a amenée à se joindre à l'équipe de Dextérité depuis 2012. Elle a développé une expertise avec cette clientèle et contribue également à l'enseignement clinique de l'anatomie fonctionnelle à l'Université Laval au programme de réadaptation. Elle est membre de l'Ordre des ergothérapeutes de Québec. Merci beaucoup, Marie-Lou. Bienvenue ce soir et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Bonjour à tous. Alors, l'un des aspects les plus frustrants de la traite est qu'elle peut rendre extraordinairement difficile des tâches auparavant simples à accomplir. L'objectif de notre webinaire ce soir sera donc de vous informer sur les outils pratiques qui peuvent vous aider à gérer votre arthrite. Les sujets abordés seront le rôle de l'ergothérapeute en rhumatologie, les modalités à privilégier pour demeurer actif et les aides techniques qui peuvent vous aider à gérer votre arthrite. À la suite de sa présentation, Marie-Lou répondra à vos questions. Je vous rappelle que la conférence est enregistrée et que tous les participants recevront un lien vers l'enregistrement d'ici quelques jours par courriel. Alors, avant de commencer, quelques petites informations logistiques. Si jamais vous éprouvez des difficultés techniques, envoyez un courriel à info@arthrite.ca, info@arthrite.ca. Pour adresser votre question à notre invité, cliquez sur Questions-réponses au bas de l'écran. Nous essayerons de répondre aux plus de questions possibles à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi cliquer sur la fenêtre Converser, aussi en bas de l'écran, pour échanger avec d'autres participants ce soir et aussi avec le modérateur de la Société de l'arthrite. Pour quitter la boîte de questions ou de clavardage, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Permettez-moi de prendre un petit moment pour remercier Pfizer ainsi que tous les autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite. Merci. Alors, on va commencer notre conversation, Marie-Lou. Je suis prête. Avant de nous expliquer les défis reliés à des mains arthritiques, pouvez-vous nous parler du rôle de l'ergothérapeute en rhumatologie? Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est quand même important de bien venir camper le rôle de l'ergothérapeute. Personnellement, je trouve qu'on est peut-être la profession au niveau des professionnels de la santé qui est peut-être le moins connue de la population générale. Donc, nous, le but en ergothérapie, c'est vraiment d'aider les gens à reprendre leur quotidien, d'améliorer leur autonomie, puis de favoriser justement qu'ils soient le plus actifs possible là, malgré leurs conditions de santé. Donc, la présentation d'aujourd'hui, là, ça va vous présenter un peu là, qu'est-ce qu'on peut faire là, du côté de l'ergothérapie. Majoritairement, les gens vont connaître la physio. Donc, je vais faire un parallèle. Habituellement, les physiothérapeutes vont peut-être agir un petit peu plus directement auprès des gens. Nous, en ergothérapie, on va prôner beaucoup des modalités, beaucoup d'enseignements. Donc, souvent, ça va comprendre entre 2 et 4 rencontres. Ça dépend beaucoup, beaucoup des besoins des gens. On va cibler quelles sont les priorités d'intervention. Puis ensuite de ça, moi, le but, c'est que les gens repartent avec un coffre à outils pour qu'ils soient capables de gérer leurs conditions là, au long cours. Oui, bien expliqué, merci. Donc, je peux enchaîner. Je vais vous expliquer un petit peu plus concrètement là, comment est-ce qu'on peut essayer d'arriver à gérer la douleur quand on est atteint d'arthrite? Comment est-ce qu'on peut essayer de maintenir là, nos activités quotidiennes malgré la condition? Donc, les 4 moyens que j'ai décidé de vous présenter ce soir vont être, entre autres, les principes de protection articulaire, les principes de conservation d'énergie, les applications d'orthèse et les adaptations et aides techniques.
Je vais faire une présentation quand même assez brève parce que vous allez voir, je pourrais m'éterniser quand même beaucoup sur chacun des sujets. Il y a des choses qui sont quand même assez personnalisées aussi. Donc, je vous donne quand même de l'information générale. Mon but, c'est que vous sachiez que ça existe. Puis ensuite de ça, si vous ressentez le besoin, mais peut-être d'aller pousser un petit peu plus loin là, du côté de certaines modalités qui peuvent vous intéresser. Donc, si j'enchaîne avec la première stratégie qu'on va regarder, c'est beaucoup les principes de protection articulaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au niveau de la gestion de douleur? Je vous dirais que la recette principale, là, c'est vraiment de respecter vos symptômes. On voit beaucoup de gens qui vont dire, ben c'est pas grave, moi je veux fonctionner quand même, donc je vais continuer malgré la douleur, mais souvent on va entrer dans une boucle un peu sans fin. Donc, il va y avoir de la douleur, je vais continuer mes activités qui vont continuer à exacerber la douleur, donc on rentre vraiment dans une roue qui tourne. Ce qu'on veut vraiment vous faire comprendre, c'est que la douleur, c'est vraiment comme une alarme naturelle du corps Mmh. et qu'il faut vraiment la respecter. Donc, Ouais. si jamais on fait une tâche puis on ressent de la douleur, c'est un peu comme un signal de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Il y a probablement trop de stress sur mon articulation, il y a trop de tension. Il va falloir trouver des stratégies pour être capable de maintenir l'activité que j'aime, mais peut-être en étant capable de la modifier. Donc, vraiment, là, c'est le principal point que je veux qu'on retienne pour la protection articulaire. Beaucoup, ça va être ça, de respecter les symptômes. Si on regarde au niveau du prochain point, ça va être plus d'essayer d'équilibrer. Heather, on va pouvoir changer la diapositive si vous souhaitez. Oui, c'est ça. Donc, on va venir vraiment là, essayer d'aller équilibrer dans notre routine quotidienne là, les tâches qu'on a besoin, qui sont prioritaires pour nous, puis qu'on veut planifier, réaliser. Donc, idéalement, on va essayer dans notre semaine de venir là, répartir les tâches qui sont un petit peu plus physiquement lourdes avec les tâches qui vont être un petit peu plus légères dans le but de favoriser un temps de récupération. Puis, idéalement aussi, de commencer à intégrer des pauses quand on va Mmh. venir faire nos activités pour, encore une fois, permettre à nos tissus de venir vraiment bien récupérer puis d'être capable de mieux repartir par la suite. Ouais, bon point. Ensuite de ça, une des stratégies qui est quand même, je vous dirais, assez simple, mais qui peut être quand même assez aidante, c'est de venir simplifier les tâches. Là, j'ai mis quelques exemples, là, mais on pourrait y aller encore plus large, là. Le premier élément, c'est en fait de diminuer le stress sur nos articulations. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'y arriver, entre autres, c'est de venir, par exemple, je vous ai mis utiliser des légumes précoupés ou par exemple un robot culinaire qui va faire en sorte qu'on va moins utiliser nos mains. Si vous avez des contenants que vous le savez qui d'emblée sont toujours difficiles, mettez-les de côté, Mmh. favorisez d'en utiliser ceux qui sont en fait sont faciles à utiliser pour vous. Puis peut-être de vous cibler là, certaines recettes qui sont plus faciles, qui ont moins besoin de manipulation pour les journées ou les semaines que les symptômes soient un petit peu plus présents par contre. Euh, Prochaine stratégie qu'on va regarder, ça a l'air des fois facile à dire, mais on ne le fait pas toujours, là, c'est d'utiliser les articulations qui vont être les plus fortes. Mmh. Donc, idéalement, là, d'utiliser les deux mains dès que c'est possible, même pour des tâches qui ne sont pas physiquement lourdes. Je donne souvent l'exemple de défaire un lave-vaisselle. Si je prends toujours la même main, c'est sûr que je vais solliciter toujours cette articulation-là. Donc, si je vais prendre déjà mes deux mains d'emblée, même si ce n'est pas lourd, je vais aller répartir la charge. Ça va aider à diminuer mon stress articulaire. Ensuite de ça, par exemple, pour les sacs d'épicerie, plutôt que de les traîner en position crochet, si on veut, avec les doigts, je vais favoriser d'utiliser des articulations qui sont plus grosses, comme l'épaule, par exemple. Ouais. Donc, un peu comme vous voyez aussi sur l'image, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais des fois, d'utiliser les deux mains, euh, ça va aider beaucoup à répartir là, la pression qu'on va mettre sur nos articulations. Mmh. Sur la prochaine diapositive, on va aborder plus les principes de conservation d'énergie. Même chose, cette section-là, j'aurais pu la faire beaucoup plus longue, mais on voulait garder beaucoup de temps pour les aides techniques. Donc, vous allez voir, je vais vous énumérer les points principaux. Donc, si on regarde là, en premier, je vous dirais que l'important, ça va être de bien établir vos priorités. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux absolument maintenir pour être quand même satisfait aussi de notre journée, de notre semaine, et de ce qu'on peut accomplir? Dans un deuxième temps, ben, est-ce que je peux être capable de limiter certaines tâches? Y a-t-il des choses que je peux déléguer? Y a-t-il des choses que je peux faire autrement aussi? De planifier les tâches à effectuer dans votre semaine. Je donne souvent l'exemple des tâches ménagères ou par exemple, c'est saisonnier, mais là, on vient de compléter la période du jardinage. On a toute tendance des fois à vouloir faire ça le plus vite possible, Mmh. mais idéalement, par exemple, pour vos tâches ménagères, essayez de les répartir au travers de la semaine pour être capable
d'avoir des temps de récupération, puis que ça ne soit pas toujours des tâches qui soient physiquement exigeantes pour les articulations. Même chose pour le jardinage. Souvent, quand il commence à faire beau, on a hâte de sortir dehors, on veut que tout soit prêt Mhm. quand même rapidement. Mais d'aller le répartir, ça va aider beaucoup au niveau de la récupération aussi. Donc, ça peut être de dire, ben, aujourd'hui, je vais en faire 1 heure, demain, je vais refaire 1 heure. Puis, comme ça, au moins, à la fin de la semaine, je vais avoir moins de symptômes que si j'avais fait toutes mes tâches au cours de la même journée. Ouais, ouais. Le quatrième point qui peut sembler un petit peu facile, là, mais qui vaut la peine de s'y attarder, c'est de venir organiser son espace de travail. Donc, ça peut être des choses qui sont aussi simples que de réaménager sa cuisine pour placer les objets courants que j'utilise très, très régulièrement à portée de la main, les objets qui sont peut-être plus légers, que j'utilise moins régulièrement, un petit peu plus haut dans les armoires, puis les objets lourds, ben, qui sont quand même à hauteur de la taille, tu sais, pour pas que j'aie besoin de travailler à bout de bras, le dos penché, les genoux pliés. Euh, le cinquième point, favoriser une bonne mécanique corporelle va venir un petit peu avec ça. Donc, on va toujours essayer d'aller manipuler les charges le plus près de soi possible pour avoir le moins de bras de levier, mettre le moins de tension possible sur nos articulations. Le point 6, ne pas négliger d'aller se laisser du temps de repos aussi dans votre Mhm. journée, et pas juste à la fin de la journée, vraiment au Ouais. courant de la journée. Puis le dernier point, c'est vraiment le prouver là, que les gens qui sont atteints d'arthrite vont avoir là, un petit peu plus de difficultés au niveau de la fatigue. Donc, de vous laisser aussi le droit là, de trouver ça exigeant psychologiquement. Puis c'est pas à négliger que ça va venir gruger de l'énergie aussi, Mm. cet élément-là. Ouais, c'est vrai. Donc, ça complète un petit peu plus les points côté conservation d'énergie. Le prochain point qui aussi, j'aurais pu m'attarder beaucoup, les orthèses. C'est vraiment un gros, gros morceau. En tant que thérapeute de la main, nous, on va utiliser énormément des modalités. Cette modalité-là, en fait, il y a une multitude de choix, en fait, quand on commence à aborder les orthèses. Est-ce qu'on y va vers quelque chose qui est souple? Est-ce qu'on y va vers quelque chose de rigide? Je n'aurais pas de réponse prédéfinie, malheureusement, à vous donner. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des choses qui doivent être personnalisées. Des fois, je le sais qu'il y a certaines orthèses qui seraient peut-être mieux pour une personne, mais par exemple, si c'est pas adapté à ses besoins, si c'est pas adapté à ce qu'elle veut faire au quotidien, souvent, finalement, les orthèses vont finir dans le garde-robe, puis ils ne seront pas utilisés parce qu'ils ne seront Mm. pas bien acceptés non plus. Donc, Mhm. c'est vraiment un travail d'aller bien évaluer, de un, quel type d'orthèse je vais avoir besoin, quelle articulation je vais avoir besoin d'aller soit immobiliser, soit stabiliser. Ensuite de ça, ben, quel type de tâche je veux faire avec mon orthèse? Est-ce que je veux plus gérer ma douleur? Est-ce que je veux plus une orthèse que je vais utiliser en activité? Ça va influencer aussi beaucoup le type d'orthèse qu'on va aller recommander. Donc, c'est sûr que, étant thérapeute de la main, je vous présente quelques orthèses qui sont un petit peu plus spécifiques là, au niveau des mains. Vous voyez sur la diapositive, en ce moment, là, il y a plusieurs modèles, puis j'aurais pu en mettre probablement 10 fois plus que ce que vous Mm. voyez en ce moment, là. La première en haut à gauche, c'est plus ce qu'on appelle des orthèses de repos. C'est vraiment pour aller positionner les articulations. Souvent, c'est des orthèses qui sont plus des orthèses qu'on va appeler d'immobilisation. Donc, ce n'est pas des orthèses qu'on va utiliser de jour, faites-vous-en pas. C'est vraiment plus des orthèses qu'on va utiliser la nuit pour aller réduire le stress articulaire, favoriser un bon positionnement des articulations, puis éventuellement limiter la progression des déformations. Mm. Les orthèses qu'on va voir un petit peu plus comme celle de poignet, c'est plus des orthèses de fonction. Même chose pour l'orthèse de pouce que vous voyez avec le crayon. C'est vraiment pour faciliter des fois le positionnement de l'articulation, des fois la gestion de douleur lors de certaines activités. Les orthèses que vous voyez un petit peu plus haut, celle qui est beige avec des petits rivets métalliques, ça va être plus pour corriger, par exemple, une déformation reliée à la polyarthrite. On va la voir un petit peu plus tard. L'orthèse qui est en haut à droite, plus une orthèse là, spécifique pour le poignet, qui est une orthèse plus d'immobilisation, donc plus quand on veut gérer la douleur. Puis, celle que vous voyez en bas pour le pouce, là, est quand même intéressante, qui est petit format, orthèse qui est très, très spécifique là, pour la base du pouce qu'on va utiliser pour les quadris-arthroses, entre autres, là, qui est l'arthrose spécifique à la base du pouce. Ces petits modèles-là sont quand même relativement précis. Ils ont euh, l'avantage là, d'être rigides mais fonctionnels à la fois. Donc, vous voyez, ça peut être quand même assez, assez large. Là. Je vous ai mis seulement quelques exemples, là, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent exister. Donc, je vais vous présenter quelques pathologies qu'on va voir. Puis ensuite de ça,
Je vais vous expliquer aussi quels sont les objectifs visés par les orthèses. Donc, on a 4 objectifs majoritairement là, qu'on va viser avec les orthèses. Le premier, là, c'est vraiment d'aider à gérer la douleur, réduire l'inflammation au niveau des articulations. La deuxième, c'est d'aider à stabiliser les articulations. Le troisième, c'est vraiment d'éviter la progression des déformations. Donc, vraiment, là, de porter les orthèses de nuit va vraiment aider à limiter la progression de déformation. Malheureusement, on ne peut pas corriger une déformation qui est déjà existante, mais on peut vraiment essayer de limiter là, la progression. Le quatrième, c'est un but plus fonctionnel, là, soit vraiment d'améliorer la fonction de la main, donc la capacité de la personne à venir utiliser sa main là, dans ses tâches courantes. Donc, si on regarde un petit peu plus spécifiquement par type de pathologie, la première qu'on va regarder, c'est la rhizarthrose, donc l'arthrose vraiment de la base du pouce, qui est probablement en thérapie de la main, je vous dirais, la raison de consultation la plus fréquente, puis qui est quand même assez invalidante aussi. Sur la prochaine diapositive, là, je vous ai mis 2 exemples d'orthèses. On peut aller à la prochaine. Parfait. Donc, on va voir du côté gauche là, un orthèse qui est un petit peu plus souple, qui est en néoprène, qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de liberté de mouvement, qui va restreindre les fins de mouvement surtout, puis qui va aider à stabiliser la base du pouce. Sur la photo de droite, vous reconnaissez l'orthèse que vous avez vu tout à l'heure, qui est plus une orthèse qui est rigide. C'est des modèles qui sont thermomoulés. Donc, nous, on peut mouler en clinique. Donc, vraiment à la morphologie de la personne selon les besoins de la personne. Donc, il n'y en a pas une nécessairement qui est mieux que l'autre. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va dépendre beaucoup, beaucoup des besoins de la personne, aussi de l'intensité de la douleur. Des fois, il y en a qu'on peut faire un hybride aussi, là, qui vont utiliser des orthèses souples dans certains contextes, qui vont aller Mmh. utiliser des orthèses rigides dans d'autres contextes. Donc, c'est vraiment avec l'évaluation qu'on va être capable là, de bien cibler quel modèle on va présenter, on va essayer. Pour ce qui est des déviations des doigts, on va avoir beaucoup de déviations latérales. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à ce moment-là? On a 2 options. La première option, c'est vraiment une petite orthèse, là, comme vous voyez à gauche, en thermoplastique, qui peut même être encore un petit peu plus petite, qui va dégager le dessus du doigt. Là, j'ai été limitée au niveau des images que j'ai pu trouver. Donc, encore une fois, on va les porter de nuit uniquement, ces orthèses-là. On veut que dans le jour, la personne puisse avoir une belle utilisation de ses mains. Donc, c'est vraiment une orthèse là, qu'on va utiliser uniquement la nuit ou en cas de besoin là, de jour au repos. À droite, on appelle ça des bagues, des petites bagues de stabilisation. C'est pas toutes les gens, malheureusement, qui sont candidats, si on veut, à l'utilisation de ces orthèses-là. Ça peut très bien fonctionner quand on n'a pas trop de nodules ou de phases inflammatoires. Le petit défaut de ces modèles-là, c'est qu'il va y avoir un point d'appui. Là. Des fois, si on a une déviation qui est trop prononcée, Mmh. ou si jamais on a trop d'inflammation de l'articulation. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on soit plus en début de problématique, par contre, pour avoir ces modalités-là. Ouais. Ensuite de ça, la prochaine pathologie que je voulais vous présenter, c'est les déviations des doigts qu'on va voir beaucoup typiquement avec la polyarthrite rhumatoïde, pathologie qui peut être aussi quand même assez invalidante. Heureusement, par contre, on va voir là, de mieux en mieux contrôlée là, avec les nouvelles médications sur le marché. Donc, l'orthèse que vous voyez à droite sert vraiment à venir réaligner les doigts pour que la personne puisse avoir une belle préhension. Sinon, c'est vraiment difficile d'aller prendre des objets quand on a les doigts en déviation, en coup de vent qu'on appelle. Là. Ça va restreindre beaucoup les préhensions. Donc, d'aller repositionner, des fois, il y en a que ça va améliorer beaucoup le fonctionnement. Sur la prochaine diapo, on embarque dans un autre gros sujet, soit les aides techniques. Donc, on a encore une fois là, 3 objectifs là, qu'on souhaite atteindre avec l'utilisation des aides techniques. La première, c'est d'essayer d'éviter le plus possible les mouvements qui sont douloureux. La deuxième, ça va être de prévenir les mouvements qui peuvent aggraver la déformation. Puis la troisième, bien sûr, c'est d'essayer d'améliorer l'autonomie fonctionnelle de la personne. Ouais. Oh mon Dieu, tellement intéressant. Je peux vous écouter pendant des heures, c'est très bien dit. Puis, comme vous le dites, il y a plusieurs options disponibles et je vois rentrer les questions, fait que les gens sont vraiment intéressés par le sujet. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions qu'on a reçues à l'avance via courriel de nos participants. Les tâches quotidiennes deviennent de plus en plus difficiles et j'hésite à recourir à des appareils fonctionnels. Qu'est-ce que vous faites comme recommandation?
Je pourrais y aller très, très large, mais j'ai Ouais. décidé d'y aller par sujet. Ça va aider déjà à cibler. Je vous ai ajouté des images là, pour être sûr que ce soit plus visuel, considérant qu'on fait ça à l'écran et non en présentiel, là. Donc, quelques aides techniques que j'ai séparées pour l'habillage, entre autres. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est la difficulté à boutonner des boutons, attacher des lacets, monter des Mhm. pantalons, Ouais. enfiler un bas. Donc, sur l'image de gauche, là, vous voyez, c'est des lacets adaptés. Donc, c'est des lacets qui n'ont pas besoin de faire un nœud. Donc, on a juste besoin de tirer tout simplement, puis ça va Ah, venir ah, ah, serrer la chaussure. excellent. Sur l'image du milieu, c'est un enfile-bouton. Donc, c'est une petite aide technique là, qu'on va venir enfiler à l'intérieur là, de la chemise, si on veut. On va aller saisir le bouton, puis on va venir le tirer pour ressortir là, le petit crochet métallique. Bon. C'est quand même assez facile à utiliser, puis on peut l'utiliser d'une main au besoin. La dernière photo, ça vous est peut-être familier, là, c'est vraiment un enfile-bas. Donc, plus pour les gens là, qui ont des difficultés au niveau hanche, dos, qui ont de la difficulté à se pencher, là, ça peut être bien, bien, bien pratique. Euh, je pourrais en avoir beaucoup, là, mais on va Ouais. passer au, au prochain thème Mhm. que je vous ai ciblé, donc les aides techniques à l'hygiène, les fameux coupons, se couper les ongles, là, oui, ça va devenir un problème plus majeur. Donc, déjà, ce que j'ai envie de recommander d'emblée, c'est des coupons qui ont un plus grand levier, donc qui vont favoriser une moins grosse pression à Mm. exercer sur l'instrument. Il y en a qui sont avec des petites ventouses aussi qui vont favoriser l'utilisation avec le dos de la main, si jamais on est plus restreint au Ah, niveau du OK. pouce. OK. L'image du milieu, là, il y a un rasoir à l'intérieur, là, mais ça pourrait être une brosse à dents, ça pourrait être autre chose. C'est vraiment une poignée, si on veut, qui va aider à la stabilisation des objets, qui peut être quand même assez polyvalente. Puis le troisième, on a illustré, par exemple, pour un cas d'épaule, quelqu'un qui aurait une difficulté à venir se coiffer. Il y a des aides techniques là, pour cette problématique-là. Entre autres, ce que vous voyez, c'est vraiment un peigne adapté avec un manche qui est plus long, donc qui va limiter le mouvement là, d'élévation de l'épaule pour être capable d'avoir accès euh, à la tête, si on veut. Fait que, Ouais. même chose, là, j'en aurais encore plusieurs autres à vous présenter. Ça dépendrait beaucoup, beaucoup des besoins spécifiques. Ouais. Les prochaines que je vous ai ciblées, c'est plus l'accessibilité au domicile. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais entendre quand même assez fréquemment. Il y a les fameuses poignées rondes qui vont devenir plus problématiques à ouvrir. Donc, Mhm. vous voyez sur l'image de droite qui est une des adaptations qui existent, là, qu'on peut rajouter sur une poignée existante. Donc, ça évite de changer, de remplacer la poignée. Puis, sincèrement, là, ça devient vraiment plus facile à utiliser. Puis, sur l'image de gauche, c'est quand même assez simple, là, mais c'est de venir grossir l'embout de la clé. Parce que les pinces latérales, ça va devenir des fois un enjeu là, en raison de la OK. douleur principalement ou des déformations. Donc, d'aller grossir la prise, ça va aider beaucoup, beaucoup là, à venir tourner la clé. Ouais, bon point. Sur la prochaine diapositive, on y a été plus activités courantes. Là. J'ai ciblé entre autres l'écriture, la lecture, des activités que j'entends quand même qui reviennent régulièrement. Sur celle de gauche, c'est vraiment un crayon adapté. On n'est pas obligé d'y aller vraiment vers un crayon adapté. On peut déjà là, grossir le crayon habituel, utiliser des embouts de crayon adaptés. Il y a même des boules maintenant qu'on peut mettre à l'embout de crayon pour vraiment grossir la prise, qui va aider beaucoup. Mais je trouvais ça intéressant de vous le montrer aussi parce que je pense que c'est pas très, Ouais. très connu, là. Donc, on voit que la prise est quand même assez différente. Surprenamment, ça change pas trop la calligraphie, là. C'est sûr qu'au début, ça prend un temps d'adaptation, mais ça s'utilise quand même assez bien. L'autre chose, pour les gens qui font beaucoup de lecture, des fois, c'est de maintenir notre livre de façon statique, qui va être un petit peu plus Mhm. problématique. Donc, vraiment, ne pas hésiter là, à utiliser, là, en ce moment, ce que vous voyez d'illustrer, c'est un support de lecture. Il peut y avoir des coussins de lecture, mais de vous trouver des fois avec un coussin de vous positionner juste pour pouvoir le reposer vos mains pendant que vous faites votre activité. Ça va aider beaucoup aussi. Ça revient à qu'est-ce que vous avez mentionné tantôt, pendant la pause, pendant l'activité aussi, et non juste à la fin quand on a terminé notre activité puis on est déjà fatigué. Et voilà, donc il y a toutes Mmh. sortes de choses qui vont se recouper, des recommandations qui peuvent vraiment là, venir un peu s'encadrer les unes dans les autres, là. Ouais. Pour ce qui est des loisirs, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va revoir un petit peu plus en détail avec les questions tout à l'heure. Là, on vous a illustré, par exemple, pour ceux qui aiment bien jouer aux cartes, là, c'est assez simple, là, mais c'est juste un support pour venir déposer nos cartes, parce que souvent, c'est de les maintenir comme ça ici qui va être plus problématique. Deux Ouais. minutes, il n'y a pas de problème, mais c'est rare qu'on joue aux cartes 2 minutes, là. Donc, c'est vraiment l'aspect prolongé de la chose qui rend l'activité plus difficile, plus douloureuse. Puis, vous voyez un outil de jardinage aussi qu'on a illustré là, sur la photo de droite. On va en reparler un petit peu plus tard aussi. Là, je vais vous présenter d'autres outils de jardinage là, en lien avec les questions qu'on a reçues. Parfait, Puis, merci.
En dernier lieu, même si ce n'est pas trop ma spécialité, moi je travaille plus en thérapie de la main, je vous présente des aides techniques plus pour la salle de bain. Là. Sur la gauche, vous voyez une surélévation de toilette qui va aider beaucoup pour les gens qui ont des difficultés hanches, genoux, des fois même au niveau du dos. Les barres d'appui au niveau du bain, il y en a de toutes sortes de modèles. Là. Ça, c'en est un, entre autres, là, mais il y en a au mur, il y en a de différents formats. Ça dépend vraiment de la configuration de votre salle de bain, là, mais ça peut aider beaucoup pour les gens qui ont de la difficulté à enjamber le bain. Puis, la dernière, c'est vraiment comme une chaise là, qu'on peut utiliser à l'intérieur de la douche. Les gens, entre autres, qui vont avoir de la difficulté à rester debout longtemps. Puis, petite diapo techno. Donc, de plus en plus, les gens qui vont me dire, ben, j'ai de la difficulté à utiliser mon téléphone cellulaire. Oui. Donc, ne pas hésiter à utiliser un support, que ce soit pour le téléphone cellulaire, pour la tablette. Donc, ça va éviter là, de tenir vos objets de façon prolongée. Puis, sur le milieu, là, c'est des petits objets quand même très peu coûteux, assez simples. C'est vraiment pour aider à venir relâcher un petit peu de pression sur les doigts quand on va tenir nos appareils. Là. Donc, vraiment, là, c'est de venir glisser les doigts en dessous pour diminuer la force des fléchisseurs des doigts là, quand on va venir prendre les téléphones cellulaires, entre autres. Ouais. Alors, je pense que ça fait le tour de plusieurs choses, puis je vois rentrer des questions. Fait que, on sait qu'on a l'attention de tout le monde qui nous écoute parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés et qui nous posent des questions. Avant de passer à la période de questions, il nous reste quelques grandes lignes qu'on peut couvrir. Il y a des gens qui nous ont demandé, comme tu as mentionné tantôt, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour atténuer la douleur dans les mains et leur dos pendant qu'il fait du jardinage, vu que c'est la saison estivale de l'été. On peut mettre un petit peu de focus sur le jardinage, s'il te plaît. Oui, allons-y dans ce sens-là. Donc, les premières images que je vais vous montrer, là, c'est entre autres pour des outils qui vont être un petit peu plus adaptés. De un, on va essayer de venir grossir la prise le plus possible pour diminuer la tension sur les articulations. Donc, la photo de droite, là, ce que vous voyez, c'est vraiment une pelle avec un manche grossi. C'est pas nécessaire des fois d'aller changer vos outils, des fois juste de prendre, vous allez voir cette recommandation-là va revenir souvent, mais du tape à raquette de sport, ça peut être juste un tape antidérapant pour venir là, grossir le manche, grossir la prise, ça va aider considérablement à venir diminuer le stress sur les articulations. Puis sur l'autre image aussi, on voit là, que le manche n'est pas droit, il y a vraiment une angulation pour favoriser une prise qui est un petit peu plus ergonomique. Recommandation qui peut être assez simple, mais assurez-vous que vos outils sont toujours bien aiguisés aussi. Bon Ça point. va aider beaucoup à diminuer la pression que vous allez avoir besoin d'appliquer. Après ça, ben, c'est des fois de juste changer nos façons de faire. Là, sur la gauche, c'est vraiment un arrache-pissenlit que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes quincailleries du coin. Donc, vraiment pour les gens qui ont plus de difficultés là, à venir désherber manuellement. Donc, on va aller chercher le principe de tout à l'heure, soit d'utiliser les plus grosses articulations. Puis après ça, il n'y a pas de problème. Celui que vous voyez, le sécateur sur la droite, c'est juste le manche qui est très, très grand, là, donc qui va diminuer l'effort qu'on a besoin là, pour aller tailler. Puis sur les prochaines diapositives, c'est un petit tabouret, si on veut, là, qui peut être quand même assez polyvalent pour les gens qui ont plus de difficultés à s'accroupir. Sur l'image de gauche, vous voyez la première position là, qu'on peut utiliser en position assise. Puis sur l'image de droite, là, pour les gens qui ont plus de la difficulté avec les genoux, le dos, pour venir là, s'installer pour faire l'entretien là, des plates-bandes là, en position. C'est une alternative à la position accroupie finalement. Même chose, là, ça se trouve dans la majorité des quincailleries, là, ce genre de choses-là. Parfait, merci. Alors, c'est aussi la saison du golf, hein? Alors, les gens ont demandé qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour atténuer la douleur qu'ils ressentent après une partie de golf. Non juste pendant, mais après aussi. C'est sûr qu'à ce niveau-là, ça va dépendre beaucoup des symptômes pour ce qui est de la gestion de douleur qui va survenir après. Ce qu'on peut faire pendant, vous allez voir là, un peu la même recommandation que je vous ai donnée tout à l'heure, là, mais la première, c'est vraiment d'aller grossir la prise. Donc, vous voyez sur l'image de droite, là, on a le bâton qui a une prise qui est beaucoup plus grosse, donc les doigts sont beaucoup moins fermés, courbés sur le manche. Ça va aider, encore une fois, à diminuer le stress articulaire, puis de favoriser vraiment une prise qui est antidérapante. Donc, tout ce qui est antidérapant va faire en sorte qu'on va serrer moins fort les objets, ça va aider beaucoup.
C'est sûr que suivant la partie de golf, on peut y aller avec des étirements aussi pour venir soulager si c'est des tensions musculaires. Là, ce n'est que des images, ce n'est pas personnalisé. Souvent, il faut vraiment aller évaluer là, quel muscle est problématique pour recommander le bon étirement. Donc, malheureusement, je le donne général, mais je ne pourrais pas être capable de vous cibler un Ouais. étirement en particulier. Ça dépend vraiment de la région. Est-ce que c'est le dos? Est-ce que c'est plus les avant-bras? Est-ce que c'est les épaules? Donc, il faudrait vraiment y aller vers quelque chose de personnalisé. Mais c'est sûr que les étirements, ça peut aider aussi là, beaucoup si on a une partie musculaire là, attribuable à la douleur. Parfait. Puis, dans un dernier temps, ben, c'est un peu d'y aller avec des aides techniques aussi. Là, c'est des exemples. Je ne joue pas au golf, malheureusement. Donc, il y a peut-être autre chose qui existe et qui peut aider, là. Mais des fois, juste, par exemple, celui du milieu, si on veut quand même continuer à faire à le marcher, si on veut, notre terrain de golf, ben, ça peut être pratique pour éviter de traîner notre sac Ouais. manuellement, mais on peut quand même se déplacer. Puis sinon, des fois, ben, on veut rester actif, mais on veut jouer, on veut continuer à jouer au golf, mais des fois, les déplacements sont plus difficiles. Il ne faut pas hésiter des fois à utiliser là, des adaptations. Le but, c'est que ça soit satisfaisant puis que vous soyez capable de compléter votre activité. Donc, si ça prend un petit carte, ça prendra un petit carte. C'est ça, exactement. C'est la qualité de vie qu'on a qu'on joue au golf en même temps, right? En plaisir. Ouais. Est-ce qu'il existe des outils qui peuvent être utilisés pour faciliter la cuisine? Beaucoup, 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 beaucoup. Encore une fois, là, j'ai essayé de regrouper, là, mais j'aurais pu, je pense, vous parler d'une heure, là, des adaptations pour Mmh. la cuisine. Là. Les premières, sur les images, là, vous allez voir entre autres un ouvre-pot. Je vais vous en représenter d'autres aussi là, qui sont sur la prochaine diapositive. Là. Mais bref, le but, c'est d'essayer de limiter la douleur puis la pression sur vos articulations. Fait que le premier, on voit vraiment que ça va réduire, c'est un antidérapant. Là. Sur l'image du centre aussi, vous aviez une planche à découper adaptée, là, il n'y a pas de problème. Avec des clous pour aider à stabiliser les aliments pour se libérer une main, puis des poignées qui sont adaptées aussi pour le lavabo. Mmh. Sur la diapositive suivante, là, on en a quelques-uns là, des ouvre-pots. Donc, le premier qu'on voit à gauche, il est complètement automatique. Donc, même avec une main, on actionne le petit bouton vert, tout se fait tout seul. Son petit défaut, il est un peu bruyant, mais si c'est juste ça, ça fonctionne quand même super bien. Le deuxième, surprenamment, là, c'est pas trop gros, puis ça va diminuer beaucoup la force là, qu'on va avoir besoin là, pour venir ouvrir le pot. Je le trouve quand même assez polyvalent parce que dans le bas, on peut ouvrir les petites bouteilles en plastique, par exemple. Puis dans le haut, là, on peut aller chercher plus des gros pots maçons. Donc, plutôt que de forcer puis d'induire une tension OK. sur les articulations, je vais prendre le manche pour aller pousser plus global avec le bras. Puis le dernier, c'est vraiment un ouvre-bouteille là, spécifiquement. Sur la prochaine diapositive, ben, j'ai été vous mettre des exemples de ce qui peut exister dans les grands magasins, là, mais qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Là. Donc, les robots culinaires pour couper les légumes, surtout les légumes qui sont durs, surtout, là, ça reste des défis. Là, Mmh. les pommes de terre, les carottes, les navets. Ouais. Puis, sur la droite, là, ben, c'est tout simplement là, un ouvre-boîte électrique. La prochaine diapositive, fait qu'on essaie de travailler plus intelligemment et non plus fort. Donc, comment est-ce qu'on peut y arriver? Entre autres, vous allez revoir l'image que je vous avais montrée tout à l'heure. Donc, on va, plutôt que de prendre juste notre poignée de chaudron, parce qu'il y en a beaucoup que ça va occasionner de la douleur, on va y aller à deux mains. Si j'ai pas de poignée latérale puis une petite poignée sur le côté pour être capable, ben, je peux prendre une mitaine à faux pour venir bien stabiliser mon chaudron puis y aller avec mes deux mains. Puis, sur la droite, là, c'est peut-être un petit peu plus spécifique pour ceux qui ont des douleurs lombaires, là. Donc, on vient tirer sur la grille du four pour être le moins possible à bout de bras pour être capable d'aller saisir nos plats qui sont au four, là. Mmh. Prochaine diapo, les fameux épluches légumes. Ça aussi, c'est quelque Mmh. chose qui revient souvent. Vraiment, la première stratégie que je recommande souvent, là, c'est d'aller grossir le manche. Donc, vous voyez, là, c'est un modèle OXO à gauche, là, donc quand même assez accessible là, dans la majorité des grandes surfaces. Donc, de grossir la prise, je reviens fréquemment là-dessus, mais ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, à droite, c'est le même technique que vous allez revoir. C'est un petit économe à doigts. Bien, bien, bien pratique. J'ai des bons commentaires aussi de cette aide technique-là. Donc, ça va faire en sorte qu'on a moins besoin d'aller saisir l'objet. Juste avec les doigts, on est capable de faire des mouvements qui est plus global avec tout le bras en entier. Ouais. Puis, c'est quand même assez fonctionnel, là.
Prochaine aide technique, j'ai sorti un petit peu de ma zone de confort. Je vous présente des choses qui sont pour autre chose que les mains. Ouais. Donc, ça va être un petit peu plus pour le dos, les genoux. Donc, pour le dos, il ne faut pas hésiter à changer de position. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a un comptoir adapté comme notre dame sur la gauche, là, mais de ne pas hésiter à alterner entre la position assis et debout. Puis quand je parle Mhm. d'alterner, il ne faut pas attendre d'avoir de la douleur, là. Il faut alterner aux 2 minutes ou aux 5 minutes. Vaut mieux ça, puis être capable de faire notre tâche que de souffrir après avoir fait notre préparation de repas, là. Ouais, Puis ouais. sur la droite, c'est tout simplement un tapis anti-fatigue, donc quand même assez facile à trouver, mais qui va aider beaucoup aussi à améliorer la station debout. Ouais. Mon Dieu, tellement d'informations, Marie-Lou. Mon Dieu, j'apprécie énormément toutes ces explications-là. On a plusieurs questions, mais je pense que vous avez bien répondu à plusieurs. Fait qu'on va passer à la période de questions où les gens qui ont rentré leurs questions dans le chat, je les ai devant moi et on a reçu quelques-uns aussi par courriel tantôt. Fait que, avant de passer aux périodes de questions, j'invite les participants à visiter le site de la société après.ca et à prendre connaissance de nos ressources sur les formes de traitement pour la traite. Des liens complémentaires vous seront envoyés avec l'enregistrement de la présentation dans quelques jours. Euh, alors, on vous invite à visiter notre site web parce que vraiment, il y a un full d'informations là-dessus. Vous allez voir des réponses à plusieurs questions, autres sujets aussi, évidemment. Alors, on va répondre aux principales questions que nous avons reçues. On peut peut-être se voir toutes les deux à l'écran ensemble. On va jaser un petit peu. Euh, Plusieurs personnes, pendant que vous avez présenté les outils, demandent où procurer ces outils. Est-ce qu'ils sont disponibles? Vous avez mentionné quelques-uns, comme pour les légumes. Est-ce que majoritairement, il y a une place plus que d'autres qu'on peut les retrouver? Il y a des gens qui veulent savoir où chercher ces outils-là. C'est pas toujours évident. OK. Moi, ce que j'aurais envie de proposer, là, c'est de commencer déjà par les grandes surfaces. C'est surprenant comment les Canadian Tire, les Walmart peuvent avoir là, des outils intéressants. OK. Sinon, pour ceux qui sont plus à l'aise là, avec la technologie, Amazon fait quand même OK. des miracles là, côté aide technique. Du moment qu'on sache un petit peu comment ça s'appelle puis qu'est-ce qu'on cherche, là, on arrive à avoir quand même quelque chose d'assez intéressant. Pour ce qui est des fournisseurs typiques, c'est un peu difficile, là. C'est sûr que moi, en clinique, je travaille beaucoup avec un catalogue. Donc, on a vraiment un fournisseur de lequel je peux aller commander du matériel vraiment très, très, très spécifique. OK. Mais des fois, il peut y avoir aussi là, des magasins un peu comme chez Savoir Orthoconfort là, qui ont, oui, des orthèses, mais qui peuvent aussi avoir là, certaines aides techniques qui sont plus générales, comme celle à l'hygiène, par exemple, là, directement en magasin, avec des personnes sur place aussi. OK. Il y a aussi une question qui a été posée à quelques reprises. Comment est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous avec un ergothérapeute qui peuvent peut-être nous donner accès à euh, leur livre de commande? Est-ce qu'il faut un rendez-vous via notre médecin spécialisé, généralisé ou Je vais vous donner l'information générale, là, pour nous, comment on fonctionne. Mhm. Donc, c'est sûr que nous, on est une clinique privée. Comment ça fonctionne? Les gens n'ont pas besoin de prescription médicale pour se présenter. Il n'y a vraiment pas de problème. Ils peuvent tout simplement appeler. Euh, Nous, souvent, on va aller évaluer. Puis, moi, souvent, je dis que je vais traiter des symptômes et non un diagnostic en tant que tel. Mhm. Par exemple, pour ceux qui ont des assurances, les assurances vont demander une prescription médicale. Donc, il faut peut-être mieux prendre rendez-vous avec le médecin au préalable, avoir sa prescription pour, au moment du Ouais, rendez-vous, là, pour permettre le remboursement de la part des assurances, par contre. ouais. Puis c'est un bon lien avec la question que j'ai reçue ici. Permettez-moi juste de la lire. Euh, Est-ce que vous savez s'il y a une couverture de quelques aides techniques par les assurances? Y en a-t-il quelques-uns qui sont couverts et il y en a d'autres qui ne sont pas couverts? Et j'aurais de la difficulté, malheureusement, à OK. répondre à cette question-là. C'est très, très, très variable d'une compagnie à Mhm. l'autre. Je sais que pour les orthèses aussi, ça peut beaucoup varier d'une compagnie à l'autre. N'hésitez pas des fois à appeler vos assureurs. Nous, ce qu'on peut faire aussi, souvent, on peut soumettre une soumission que les gens vont aller, dans un deuxième temps, soumettre à leurs assureurs pour voir si c'est couvert. Les aides techniques, par exemple, d'expérience, j'ai envie de dire que c'est plus rare que c'est couvert, par contre. OK. OK. Parfait. Merci. Un sujet qu'on n'a pas abordé, est-ce qu'il y a des aides techniques ou des suggestions, des stratégies pour aider avec le nettoyage? L'entretien ménager, hein, c'est vrai que j'aurais pu vous faire une petite diapo à ce sujet-là. Je vais y aller peut-être avec ce que moi j'entends le plus souvent, là. Premier élément, tordon gunning.
Mmh. Ça va être quelque chose de quand même assez, récurrent là. Petite stratégie simple, des fois, ça nous sort un peu de notre zone de confort, mais utiliser plus une éponge qu'une OK. gainée. Donc OK. l'éponge va être plus facile un petit peu, on peut l'écraser avec la paume de la main plutôt que de venir la tordre. Sinon, des fois, pour l'époussetage là, heu on peut juste utiliser une mitaine, comme un peu Mmh. une mitaine qu'on utilise pour laver une voiture, là. Donc, on va faire des mouvements qui sont plus circulaires. On a moins besoin de Mmh. fermer la main. Il y en a que ça va quand même aider beaucoup. Des fois, il y en a que ça va être l'entretien des planchers, le tordre la mop, si on veut, là. Donc, n'hésitez pas à aller des fois vous procurer une essoreuse à pied qu'on peut actionner là, avec une pédale pour Ah, éviter d'aller OK. venir tordre là, au niveau des mains. Puis il y en a beaucoup que ça va être les balayeuses aussi. Les balayeuses, ça va être un petit défi. Des fois, c'est de les transporter dans les escaliers. Ouais. Fait que des fois, c'est quand on est dû pour la changer, d'aller remagasiner tout simplement notre format. Là, je sais que les balayeuses centrales sont beaucoup plus faciles à utiliser. C'est sûr que c'est plus onéreux un peu, là, mais des fois, juste d'aller vous magasiner un petit aspirateur qui n'est pas trop lourd à traîner, ça va quand même aider pas mal. Mmh. Bonne suggestion, merci. Est-ce que vous avez des suggestions qu'est-ce que les gens peuvent utiliser en tant que stratégie de froid? Fait que quand est-ce qu'il faut utiliser le froid pour soulager la douleur? Ouais, on a beaucoup de questions. Des fois, les gens ne savent pas trop, est-ce que je mets du froid? Est-ce que je mets de la chaleur? Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux? J'aurais envie d'y aller plus général un petit peu, là. Quand on a une composante plus inflammatoire, là, tu sais, douleur, rougeur, des fois sensation de chaleur, la plupart du temps, là, le froid va être beaucoup plus efficace. Donc, le froid va avoir comme propriété de venir faire une vasoconstriction des vaisseaux. Donc, ça va aider plus à ce niveau-là. OK. Les gens qui vont avoir une douleur qui est plus associée à une douleur musculaire, des fois, quand on a des déformations, tu sais, le muscle peut venir tout tendu autour de l'articulation. Puis oui, en plus de la douleur qu'on a à l'articulation, on va avoir une douleur qui est musculaire ou autour de Mmh. l'articulation. Donc, souvent, la chaleur va être plus efficace pour aller relâcher les tissus et aider à détendre. Mais je vous dirais sincèrement là, que ça vaut la peine des fois d'essayer les deux. Ça ne vous Mmh. nuira pas OK. là, ni du froid ni du chaud. Puis allez-y avec ce qui vous soulage. Ouais, mais ça c'est bon que les gens l'entendent aussi, ça nuira pas, qu'ils essayent, du froid, puis c'est mieux avec de la chaleur, ça fera pas de mal. Ça dépend juste de votre corps puis comment vous réagissez. Oui, oui, à moins qu'on ait vraiment une blessure aiguë avec un gros édème, une grosse Ouais, ampleur prédominante. Mettez pas de chaleur là-dessus, là, allez-y plus avec ouais. du froid, mais sinon pour une composante arthritique, là, essayez les 2, ça vaut la peine. OK, merci. Hem, Quels sont les exercices pour protéger les articulations? Est-ce que vous en connaissez? Des exercices pour protéger, je dirais plutôt qu'on va y aller plus avec des stratégies, un peu comme on a regardé tantôt, les stratégies de gestion de douleur. Puis pour protéger les articulations, nous, on utilise beaucoup avec des orthèses. OK. Les exercices, j'imagine que la personne faisait peut-être, référence à des exercices de renforcement. Personnellement, je trouve qu'avec la rhumatologie, c'est un petit défi le renforcement. Il y a des gens qui vont en bénéficier, puis il y a des gens que ça va les irriter. Donc, les OK. gens qui ont une douleur qui est non contrôlée, encore des signes inflammatoires, je vous dirais que le renforcement, c'est pas nécessairement, une chose qu'on va privilégier. Dans un premier temps, on va vraiment vouloir aller favoriser une bonne gestion de douleur, récupérer une bonne mobilité avant de commencer à aller penser à du renforcement. Mmh. Mais c'est sûr que quelqu'un qui va avoir une douleur bien contrôlée, qui a un bon niveau d'activité, puis qui veut rester, actif ou sportif, là, ça va être des bons candidats des fois à aller renforcer là, spécifiquement certains muscles, mais encore une fois, du moment que la douleur est bien gérée. Ouais, bon point. Bon, j'ai eu d'autres questions ici. Je vais juste passer à travers, je vais les lire en même temps. Est-ce qu'il est bon de bouger pour avoir moins mal? Est-ce que c'est vrai aussi dans le cas d'arthrose de puce? Exemple, tricoter ou jouer la guitare? On y va avec des choses hein, quand même assez spécifiques. Là. De façon générale, oui, il faut bouger, mais il faut bouger en respectant vos symptômes. Parce que c'est Mhm. sûr que moins on bouge, moins il va se produire du liquide qui va lubrifier nos articulations, plus ça va devenir raide, plus on ankylose, plus on perd de la masse musculaire. Donc là, on voit un peu Ouais, la roue ouais. qui tourne. Là. Donc, c'est sûr que de bouger, oui, c'est important. Essayez de vous maintenir actif, de maintenir les activités qui vous plaisent, mais toujours en gardant en tête qu'il faut s'assurer qu'on le fasse dans le respect de la douleur parce que sinon, on peut juste continuer des fois à Mm. entretenir l'inflammation, surtout pour des activités qui sont plus spécifiques. Le tricot, entre autres, ça revient quand même assez souvent. Ce que j'ai envie de proposer, de un, c'est de grossir les broches à tricot.
Bon point. D'aller commencer à les magasiner, des fois de grossir aussi ce qu'on utilise pour tricoter. Il y a des fils qui sont de plus gros calibre, qui vont être plus faciles un petit peu à saisir que d'autres petites laines qui sont plus fines un petit peu. Ouais, bon point. Puis de prendre des pauses. Donc, quand on Mmh. tricote, moi, j'ai beaucoup de madames là, qui tricotent en avant de la TV quand ils écoutent des émissions. Donc là, ils tricotent, ils tricotent, ils tricotent, puis ça fait 2, 3 heures qu'ils tricotent. Ouais. Puis ça a passé comme dans du beurre, là. Mais il ne faut jamais garder une position statique qui est trop prolongée. Donc, quand ça fait quelques minutes là, qu'on les saisit, juste de relâcher les broches, étirer un petit peu les doigts, changer de position, se donner un petit temps de pause, Mmh. puis après, ça, on recommence. Des fois, ça Moi, je va aider quand même beaucoup, là. c'est un excellent conseil. Jamais garder une position statique pendant longtemps. Puis d'après vous, comme vous avez mentionné à plusieurs reprises, 2, 3, 4 minutes, là, on ne parle pas de 45 minutes sans bouger. C'est vraiment Oui. fréquemment. Fréquemment, il faut bouger. Puis, j'aurais pas de recommandations particulières pour la durée. Idéalement, là, si vous le savez que quand vous tricotez 20 minutes, c'est problématique, Mmh. 20 minutes, c'est trop. Donc, arrêtez Et un petit voilà. peu avant. À la Ouais. limite, quand on est bien absorbé par ce qu'on fait, mettez-vous un timer sur Ouais, votre minuterie de four, le cellulaire, une petite minuterie de Dolorama à la limite, là. Mais il ouais. faut se mettre vraiment un timer pour arrêter notre activité avant qu'on soit rendu à j'ai de la douleur, j'ai mal. Là, après ça, c'est vraiment difficile d'aller avoir une bonne récupération des Mmh. symptômes là, quand on embarque dans cette zone-là. Ouais, très vrai. C'est quoi votre opinion sur les gants d'arthrite? On a des résultats mitigés, je dirais. Faut pas toujours le prendre au pied de la lettre, là. Moi, souvent, ce que je trouve, le gant d'arthrite, s'ils sont le moindrement compressifs, ça va être aidant. Il y a beaucoup de gens qui vont être soulagés par la compression. Puis, il y en a qui vont aimer plus l'aspect chaleur que va apporter le gant arthritique. Parce qu'il y en a beaucoup que quand les mains vont être plus froides, ça va être un petit peu plus raide, plus douloureux. Mmh. Donc, un gant, je vous dirais compressif, j'aime peut-être mieux qu'un gant peut-être arthritique, mais les gants OK, arthritiques qui ont une capacité de maintenir une certaine chaleur aussi, ça va être aidant. Fait que si on est capable de combiner un petit 2 dans un, ça peut être intéressant. OK. Excellent, merci. C'était quoi la différence principale entre une immobilisation et une orthèse? Et comment choisir? Je vais être sûre de bien saisir la question. Là, je vais y aller avec ce que je pense puis ce que j'interprète, là. Mmh. Une immobilisation, souvent, on va voir ça soit suivant un traumatisme ou des fois, on peut voir ça via un traitement conservateur. Donc, quand on veut mettre au repos une structure, on peut y aller avec une immobilisation. Le OK. but, souvent, c'est de réduire la douleur, réduire l'inflammation au niveau de la structure qui est atteinte, mais ce n'est pas une immobilisation qui va être indéfinie, là. Donc, quand on immobilise des gens avec une orthèse, ça va être important de se faire un suivi parce que c'est sûr que si la personne n'a pas de recommandations particulières, puis qu'elle garde son orthèse d'immobilisation pendant 1 an, on Mmh. va se trouver avec quelqu'un qui va être raide, 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 puis on va avoir d'autres problèmes par la suite. Ouais. Donc, ça prend souvent un suivi pour être capable de dire, OK, on a besoin d'une immobilisation pendant telle période. On peut commencer des exercices à partir de telle période. Souvent, ça va être à évaluer selon comment la gestion de douleur, la gestion de l'inflammation va évoluer. Puis ensuite de ça, bien, souvent, on va orienter les gens vers un sevrage progressif de cette immobilisation-là. Et des fois, on peut les orienter aussi vers une transition avec un orthèse plus souple. Je ne sais pas si je réponds à la question. Là, sinon, la personne peut peut-être clarifier. Ouais, ouais, ben, je pense que c'est bien répondu, merci. Ouais. Ah, OK, tu en as déjà parlé du tricot, mais il y a plusieurs questions qui reviennent par rapport au tricot. Oui, hein? Peut-être tu peux nous en parler encore un petit peu, de façon, élaborée. Fait que la suggestion était par rapport aux laines, par rapport aux outils, mais peux-tu peut-être juste enchérir un petit peu? Je peux peut-être revenir un peu là, sur les principes qu'on a regardés, là. C'est sûr que ça va dépendre beaucoup du type de tricot que la personne va faire, mais ce que je Mmh. proposais tout à l'heure, vraiment, c'est de grossir la prise. Je sais qu'une broche à tricoter, ça ne sera jamais d'un très, très gros calibre, là, Ouais. mais ça vaut la peine des fois d'aller en magasin spécialisé, puis de regarder c'est quoi les types de broches qui existent. Y a-t-il des types de broches, par exemple, que vous vous sentez plus confortable, que vous avez l'impression qu'ils mettent moins de tension sur votre articulation? Mmh. Ça vaut vraiment la peine de regarder. Après ça, tantôt, je disais que tout dépendant du type de tricot qu'on aime faire, mais des fois, d'aller choisir une laine qui va être de plus gros calibre pour être capable de la saisir avec une plus grosse prise plutôt qu'une plus petite prise statique Mmh. qui va être fermée, ça va être intéressant. Mais en dehors de l'activité en soi,
Il faut changer de position. C'est ça que Mhm. j'expliquais tout à l'heure, là. N'importe quelle position qui va être statique, même si elle est très ergonomique, va finir par être dommageable si on la garde au long cours. OK. Donc, moi, ce que je proposais tout à l'heure, c'est vraiment de documenter après combien de temps mes symptômes vont apparaître quand je vais faire mon activité. Puis ça, c'est bon, oui, pour le tricot, mais c'est bon, je vous dirais, pour environ n'importe quelle activité que la personne veut Ouais. faire, là. Donc, bien documenter, c'est quoi la durée de l'activité que je suis capable de venir faire sans avoir une augmentation de ma douleur Mhm. pour être capable de prendre ma pause à l'intérieur de cette période-là sans avoir trop justement de symptômes qui, par la suite, vont être plus difficiles à aller récupérer, là. Ouais, ouais, bon point. Merci. Il y a quelqu'un qui, nous demande de repasser à travers, je ne sais pas si tu as ça à portée de la main, mais des stratégies de conserver l'énergie. Hem, Oui, je peux retourner voir la diapositive, là. Est-ce qu'il y avait un élément ou un point en particulier qui était, Juste, s'il vous plaît, revoir les stratégies. OK. Fait que peut-être, malgré que c'est enregistré, puis on va l'envoyer, juste pour être certaine que tout le monde dans l'audience, l'a bien saisi aussi. On va vous Je envoyer un courriel avec, l'enregistrement, mais je pense qu'on a le temps. Il est juste moins 10, fait que peut-être, Je sais peut-être pas qu'on si, la personne qui génère les diapositives, si vous voulez, c'est la 14 là, si jamais OK. ça peut aider pour le visuel, là. Donc c'est sûr que je vous avais mis ça plus global, là. On peut faire de l'enseignement un peu plus large, là, pour ce qui est des principes de conservation d'énergie. Ce que je mentionnais tout à l'heure, là, une des premières stratégies, ça va être vraiment d'aller établir ses buts, ses priorités. Donc à travers ma semaine, qu'est-ce que je veux prioriser? C'est quoi les éléments qui sont le plus importants pour moi? Donc si, par exemple, c'est d'aller promener mon chien, d'aller à l'épicerie, de faire mon âge, ben, je vais essayer de mettre ça dans ma liste. Puis je peux déjà commencer, là, je vais aller chercher d'autres éléments au travers, là, mais je vais chercher le point 3 entre autres, là, je vais aller le planifier dans ma semaine Mmh. pour le répartir. Donc, idéalement, je n'irai pas faire mes 3 activités la même journée. C'est 3 activités qui sont un petit peu plus exigeantes que je vais vouloir aller séparer. Les tâches ménagères, si par exemple, je le sais que c'est mes mains puis c'est plus douloureux, ben, je peux aller marcher mon chien en après-midi si, par exemple, je n'ai pas de douleur à tenir la laisse, puis c'est plus au niveau des membres inférieurs que je vais aller travailler. Ouais. Hem, 2e élément, ce que je disais avec le point 2 tantôt, de limiter les tâches, ou peut-être de commencer à déléguer certaines tâches. Est-ce qu'il Mmh. y a des gens de mon entourage qui peuvent venir me donner un petit coup de main? Des fois, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide aussi, là. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir quand même maintenir un bon niveau d'activité puis qui veulent faire leurs choses par eux-mêmes. Mais des fois, il y a certaines tâches qui vont être un petit peu plus exigeantes puis qui vont nécessiter un petit coup de main d'autres Mmh. personnes qui vont faire en sorte qu'on va avoir une meilleure gestion de symptômes à la fin de la journée ou à la fin de ma saison, par exemple, là. Ouais, ouais. Hem, le troisième, là, un peu en lien avec le premier qu'on a regardé, c'était de planifier les tâches à effectuer. Donc, moi, ce que je propose souvent, là, c'est un peu de se faire un horaire de la semaine, de planifier les tâches que je veux faire à l'intérieur de ma semaine, puis déjà de les mettre au calendrier pour essayer d'avoir une bonne répartition, Mmh. heu, si on veut, physique de mes tâches, là, puis de s'assurer qu'elles sont bien réparties, que j'ai pas des journées qui sont plus chargées. Donc, alterner les activités qui sont bien tolérées avec celles qui sont un petit peu moins, alterner les tâches plus lourdes avec les tâches plus légères, ça va vraiment aider. Le point 4, c'était vraiment d'organiser son espace de travail, là. Tantôt, je vous avais donné l'exemple au niveau de la cuisine, là, mais de s'assurer, là, que les objets usuels, là, ce que vous utilisez à tous les jours, c'est vraiment accessible facilement dans une zone, qui va être très, très près, par exemple, de la hauteur de la taille, là. Les Mmh. objets qui sont moins fréquemment utilisés, on peut aller les placer dans le haut des armoires, on peut aller les placer dans le bas des armoires. Puis les objets qui sont un petit peu plus lourds, c'est sûr qu'eux aussi, on va prioriser, par exemple, si j'ai un gros robot culinaire là, que j'utilise souvent, Mmh. c'est sûr, je n'irai pas le mettre dans le tiroir du fin fond, Ouais, c'est en bas ça. complètement, là. Je vais Ouais. essayer de le mettre à hauteur de la taille, accessible, pour être capable déjà de le saisir à hauteur de la taille le plus près du corps possible. Ça va aider. Ce qui faisait du sens avec notre point 5 là, qui était de favoriser une bonne mécanique corporelle. Donc, souvent, on va essayer, par exemple, quand je prends mon panier à linge, je n'irai pas le prendre à bout de Ouais. bras. Je vais Mmh. essayer de le garder le plus près de moi possible pour avoir le moins de tension possible sur mes articulations. Mmh. Ça peut être d'apprendre à des fois, là, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Aller prendre quelque chose au sol, c'est pas toujours évident. Si je vais juste avec mon dos, c'est douloureux. Si je vais juste en position de squat, si on veut, c'est mes genoux qui vont travailler, ça va être un petit peu plus difficile.
Je peux-tu faire un entre-deux? Je vais aller faire un demi-squat, je vais aller chercher mon mouvement avec le dos. Donc, c'est vraiment de réfléchir un petit peu à comment je peux modifier mes activités. Le troisième, je pense, j'en ai parlé quand même beaucoup, là, c'est vraiment de se donner un temps de récupération. Ouais, Moi, le ouais. repos, je ne vois pas ça comme étant je vais faire une sieste, là. Je vois ça vraiment comme je vais donner un temps de repos à mon articulation qui est Mhm. douloureuse pour lui permettre de mieux repartir par la suite. Puis le dernier point, là, comme mentionné tout à l'heure, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fatigue qui est associée à certaines conditions arthritiques. Ouais. Donc, l'aspect psychologique aussi, il ne faut pas négliger que ça va venir gruger quand même beaucoup d'énergie, de le reconnaître, d'en discuter avec son environnement, ben, avec les gens qui nous entourent. Ça peut aider aussi à la compréhension parce que les gens ne sont pas toujours au courant euh, que la fatigue va venir avec une condition Mhm. arthritique. Oui, très vrai. Excellent point. Merci beaucoup. Une autre question qui vient de rentrer. Qui, d'après vous, devrait consulter un ergothérapeute? Embêtant, là, mais j'aurais envie de vous dire, c'est sûr qu'en lien avec le sujet d'aujourd'hui, n'importe quelle condition rhumatologique, là, si vous avez de la douleur, je vous dirais que c'est le critère numéro 1. Douleur, difficulté de fonctionnement. Comme je disais tout à l'heure, souvent, on ne veut pas traiter le diagnostic. Des fois, il y en a qui vont arriver de par eux-mêmes, qui n'ont jamais vu le médecin, et j'ai mal à la base du pouce. Hmm. Ben moi, je vais aller m'assurer que cette douleur-là va être bien contrôlée. Je n'irai pas creuser pour voir c'est quoi le diagnostic, c'est pas mon rôle. Des fois, on peut aider aussi les médecins traitants à la prise en charge, parce qu'il y a certains médecins même qui sont pas totalement au courant que l'ergothérapeute va avoir un rôle en rhumatologie aussi. Donc, Mhm. ça peut être intéressant d'aller informer aussi. Fait que j'aurais envie de dire, là, dès que vous avez une problématique de douleur, des fois de perte de mobilité, des déformations, euh, n'hésitez pas à aller consulter, là. OK. Puis la dernière question, je pense que ça enchaîne très bien avec ça. Comment est-ce que trouver un ergothérapeute? Est-ce qu'il y a un ordre des ergothérapeutes au Québec? Où est-ce Tout que à ça? fait. Donc, OK. il y a le site de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec là, qui a un outil là, pour aller trouver des ergothérapeutes. Donc, nous, quand on s'inscrit à notre tableau de l'ordre annuel, on va inscrire c'est quoi notre champ de pratique, qu'est-ce qu'on vient faire comme intervention. Donc, ils vont vous guider là, par secteur, par besoin, en fait, là, pour avoir là, c'est quel type c'est quoi les options d'ergothérapeute là, qui peuvent être disponibles en fonction des besoins. Excellent. Mon Dieu, j'en viens pas. Je regarde l'heure, puis ça passe tellement rapidement. Vous avez tellement de l'information intéressante, Marie-Lou. Merci beaucoup. Au nom de la société et au nom des participants ce soir, merci de partager vos connaissances, votre expertise, votre disponibilité. On apprécie énormément votre temps et vos idées, vos suggestions. Pour ceux qui sont parmi nous ce soir en temps réel, on aimerait savoir votre impression sur la présentation. Alors, on va revenir aux diapositives et vous allez voir un court sondage à l'écran. Alors, s'il vous plaît, cliquez quand vous allez voir le sondage sur l'écran, cliquez et laissez-nous connaître votre opinion. La question est la suivante. Je me sens mieux informée et outillée après avoir participé à ce webinaire. Les options de réponse sont fortement en accord, d'accord, neutre, fortement en désaccord. On va vous laisser quelques minutes. Je ne la vois pas sur l'écran. Peut-être c'est juste de notre côté. Marie-Lou, est-ce que tu vois le sondage sur l'écran? Non plus. Non, OK. On va espérer qu'il est là pour les impliquer. Je ne suis pas certaine si on est supposé. Normalement, dans le passé, je la vois. Parfait. Fait que, c'est sur l'écran. On va vous laisser 2 petites secondes. Cliquez, laissez-nous connaître votre opinion. Pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à la sondage, mais que vous aimeriez nous donner vos commentaires plus complets, un sondage un petit peu plus occupé vous sera envoyé avec l'enregistrement qu'on a mentionné tantôt. Ça va être envoyé d'ici quelques jours par courriel. Nous apprécions vraiment les commentaires, les suggestions qui nous aident à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent, qui vous tiennent à cœur. Alors, encore une fois, nous remercions Pfizer et les autres commanditaires de la série webinaire Conversation sur la traite et pour avoir rendu la présentation disponible. Et merci beaucoup, Marie-Lou. On apprécie tellement votre collaboration. Merci, merci, merci. Ça fait plaisir. Mhm. Nous vous invitons aussi à soutenir les efforts de le travail de la société de la traite afin de créer des ressources vous aidant à bien gérer la maladie. Si possible, on vous invite à faire un don en visitant arthrite.ca/donner. Arthrite.ca/donner.
d'années. Voici donc ce qui conclut cette édition de Conversation sur la retraite, appareil fonctionnel pour personnes atteintes de la retraite. Nous sommes fiers d'annoncer que Aide Entraide, notre programme de soutien entre pairs pour les personnes vivant avec la retraite, est maintenant offert en mode virtuel. Notre prochaine session est sur l'activité physique le 21 juin à partir de 6 heures. Vous pouvez visiter notre site web pour les détails sur la prochaine session de Aide Entraide. Et en mon nom et au nom de toute l'équipe à la Société de la retraite, merci, merci, merci d'avoir été parmi nous ce soir et merci Merido et on vous souhaite une excellente soirée tout le monde. Au revoir.